La parole au professeur André Nouchi, qui va nous parler de la crise de 1865-1879 en Algérie. 1870, pas 1879, c'est trop long à ce moment-là. Okay. Il n'y aurait plus d'Algériens. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, chers collègues, je vais essayer dans cette analyse de la crise des années 65-70, 1865-1870, de faire le point sur un moment important des effets de la colonisation sur le monde algérien, sur le monde paysan et sur le monde des Algériens tout court. Ça n'est pas la première crise que connaît l'Algérie depuis l'occupation d'Alger en 1830. Il y en a eu une précédente en 1848 très grave, avec presque les mêmes symptômes, le choléra, les effets économiques, car il faut que vous gardiez présent à l'esprit ceci. La colonisation n'est pas seulement qu'un pouvoir politique. La colonisation, c'est un fait général qui englobe à la fois l'aspect culturel, l'aspect politique, l'aspect économique, l'aspect social. En bref, c'est une révolution dans la vie des populations colonisées. C'est une révolution parce que, avec la colonisation, c'est l'ensemble de la vie française qui arrive et qui est implantée dans les pays coloniaux, dans les pays colonisés. C'est-à-dire d'abord et avant tout la loi, la statistique, le nombre. Les premiers tableaux statistiques qui apparaissent dans la vie française sur le plan colonial, ce sont les tableaux de la description de l'Égypte. Et les seconds, ce sont les tableaux des établissements français dans le nord de l'Afrique qui paraissent les premiers en 1836-1837. S'il vous plaît, j'adore les téléphones portables à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. C'est eux ou nous. Donc, je disais qu'il y a quelque chose de tout à fait important là-dedans, c'est que c'est la statistique, c'est le nombre, c'est la monnaie. Et vous allez voir ce que ça veut dire. C'est la monnaie, c'est-à-dire c'est la fiscalité, c'est le franc or. C'est le capitalisme. Le capitalisme, nous le voyons aujourd'hui, est destructeur. Mais vous n'imaginez pas à quel point il l'a été au XIXe siècle sur les populations coloniales. Or, cette crise de 1865-1870, apparemment, c'est une crise de conjoncture, de mauvaise conjoncture climatique. Apparemment. Puisque nous avons 4 années de sécheresse, 3 années de sécheresse qui commencent en 1866 et qui se prolongent jusqu'en 1869-1870, mais qui concernent pas seulement l'Algérie, mais la Tunisie, le Maroc, l'ensemble de la Méditerranée, la Sicile, la Sardaigne, la Provence, l'Espagne, les Balkans. Elle est partout. Elle est partout, oui. Et donc, il y a quelque chose de très important à saisir dans le mécanisme de cette crise. N'oublions pas, mesdames, messieurs, que la Méditerranée, dans les pays méditerranéens, et l'Algérie est un pays méditerranéen, l'essentiel de l'économie, c'est la vie rurale, c'est la production agricole. Or, la production agricole dans les pays méditerranéens repose essentiellement sur les précipitations de printemps, sur les pluies de printemps. S'il n'y a pas de pluie de printemps, la récolte est mauvaise. Et si la récolte est mauvaise, à ce moment-là, il n'y a pas assez de semailles.
Il n'y a pas assez de semences pour les ensemencements de l'automne. Et il y a deux moments où les pluies sont importantes en Méditerranée, l'automne et le printemps. Et quand vous demandez à un Algérien, quand la pluie arrive en février, mars, avril, il vous dit c'est de l'or qui tombe. Dhab, l'or, avec la pluie. Tsubno, tsubdhab. Et donc, 3 années pendant lesquelles il n'y a pas de pluie de printemps, mais il y a très peu de pluie d'automne également. C'est-à-dire que donc d'une année sur l'autre, il y a un phénomène cumulatif. Cumulatif, restriction des ensemencements, réduction des ensemencements, réduction de la production, réduction de la production, réduction, et ainsi de suite, pendant 3 ans. Mais ce qui est beaucoup plus grave encore, c'est que quand cette restriction, quand ces réductions arrivent, naguère, vous aviez des solidarités tribales. Le pauvre était toujours secouru par le riche. Depuis que la colonisation est arrivée en Algérie, à ce moment-là, tous les systèmes de solidarité tribaux ou urbains, car ne l'oublions pas, les villes aussi ont été touchées. Je me permets de vous rappeler que on a supprimé en ville, par exemple, une solidarité qui était majeure, c'était les biens habous. Or, la suppression des biens habous qui intervient dès 1830, et à la place, qu'est-ce qu'on fait? On introduit les chambres de commerce. C'est un phénomène absolument extraordinaire, ça. Introduction des chambres de commerce, suppression des biens habous, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent pour subvenir aux écoles, aux mosquées, aux œuvres de bienfaisance, à tout ce qui permet aux individus dans le besoin d'être secourus. C'est donc une dislocation sociale, une dislocation économique, car avec le franc apparaît très vite, très tôt, et assez rapidement, on va imposer par la fiscalisation aux Algériens, on va leur imposer de payer leurs impôts en monnaie française et non pas en monnaie algérienne. La monnaie algérienne est très vite dévalorisée, ça ne vaut plus rien. Les premières amendes qui sont fixées par les Français sont fixées en francs et non pas en boudjou ou en thaler. Et donc à ce moment-là, il ne reste pratiquement plus rien. Par ailleurs, le système de l'agriculture algérienne, je l'ai étudié dans ma thèse, j'en ai parlé aussi dans mes bouquins, les différents bouquins que j'ai publiés à propos de l'Algérie. Le système de culture, que ce soit à Meul, que ce soit à Arche, le système de culture reposait, puisqu'il n'y avait pas d'assolement triennal, il y avait autre chose, il n'y avait pas de plantes fourragères, il y avait à ce moment-là une partie de l'espace de la tribu, du sol de la tribu, qui était laissée en friche. Et seulement un quart ou un tiers du sol cultivable était cultivé. Quand les Français arrivent, comme ils ont un autre droit de propriété. Car là aussi, vous allez voir la perversité, les effets pervers de l'implantation coloniale. Je ne juge pas. Je ne juge pas. Je dis simplement, j'analyse. Les effets pervers de l'implantation coloniale, c'est qu'en appliquant le droit français, qui est un droit qui repose sur le droit romain, c'est-à-dire une propriété, elle est parfaitement limitée par des bornes, des lignes, etc., le plan cadastral, etc., etc. Je vous renvoie pour tout cela au grand livre de Marc Bloch, Les caractères originaux de l'histoire rurale française. C'est un livre fondamental. Pour moi, en tout cas, à propos de ma thèse sur les paysans constantinois, il a été d'un secours
incroyable, alors qu'il s'agissait d'histoire rurale française. Mais donc, une partie de cet espace qui n'était pas cultivé, cet espace qui n'était pas cultivé est automatiquement considéré par l'administration française, par les soldats français, par les généraux français comme non cultivé, libre. Et il est donc, à ce moment-là, rattaché au domaine de l'État. Il devient propriété de l'État colonial, de l'État colonisateur, de l'État français. C'est-à-dire que systématiquement, les paysans algériens sont dépouillés de centaines de milliers d'hectares qui leur étaient indispensables pour pouvoir justement vivre, parce que c'était les terrains qui permettaient aux cultures de tourner. Une année, on cultive sur la parcelle A, et puis après, le sol était partagé en parcelles B, C, D, et ainsi de suite. Et quand le sol était épuisé, toute la tribu, tout le douar, changeait de place. Et il allait de la parcelle A, d'une parcelle A à une parcelle B, et ainsi de suite. Mais à partir du moment où le sol devient domaine de l'État, ces hommes et ces femmes et ces enfants ne peuvent plus se déplacer. Et le sol s'épuise. Il n'y a donc moins de réserves, nécessairement. Moins de réserves de grains. Mais à partir du moment où également l'Algérie est insérée dans le jeu du commerce international, dominé par la France, par l'économie française, à ce moment-là, les paysans, pour vivre, sont contraints de vendre, pour payer au moins leurs impôts. Ils vendent et ils n'ont plus les réserves traditionnelles, les matmour, c'est-à-dire les silos qui étaient creusés dans le sol ou qui étaient dans les régions du sud mis sur des pilotis ou qui étaient construits. Ces réserves, ces silos de réserve sont vides. A fortiori quand, après, au moment de la guerre de Crimée, de 1854 à 1856, a fortiori quand le prix du grain, des céréales, est très élevé. Et donc à ce moment-là, il n'y a donc plus de moyens de vivre sur les réserves entassées quand les récoltes étaient bonnes. Mais si vous ajoutez également que dans le jeu de l'économie libérale, et nous y sommes en plein, dans le jeu de l'économie libérale, le commerce entre l'Algérie et la France est libre. Alors que du temps des Dey et des Bey, le commerce des grains en particulier était contrôlé. On n'exportait les grains que sur l'ordre, sur l'autorisation du pouvoir public du Dey ou du Bey, qui était toujours attentif à la vie des Algériens, des villes ou des campagnes. Et donc c'était un commerce encadré. Maintenant, il ne l'est plus. Donc, il n'y a plus de réserve. Troisième point, les forêts. Les forêts qui étaient des terrains de parcours également. C'est tout un système d'économie qui est disloqué, qui s'en va. Les forêts qui étaient des terrains de parcours pour les bêtes, pour les troupeaux. Ces forêts, ce sont des biens qui appartiennent à qui? À personne. À tout le monde et à personne. J'ai appelé ça res nullius, le bien de personne et le bien de tout le monde aussi. Et donc à ce moment-là, les forêts sont rattachées au domaine de l'État où elles sont tout simplement mises en adjudication, et dans le Constantinois c'est particulièrement net, mises en adjudication et remises à des adjudicataires qui les exploitent.
mais qui désormais, ces forêts sont interdites au parcours des troupeaux. C'est-à-dire que lorsque l'absence de pluie arrive à partir de 1865-1870, nous sommes en plein éclatement d'un système économique, d'un système social, un système qui a été disloqué, qui ne repose plus sur rien, et qui est dominé par le système capitaliste, même si, et c'est là où il y a quelque chose de tout à fait déchirant, paniquant, consternant pour l'historien que je suis, même si Napoléon III, même si son entourage saint-simonien, même si les meilleures intentions animent ce monde de Napoléon III, d'Ismaël Urbain, il est musulman, il est marié à une Constantinoise, Jelmouna, il est marié à une Constantinoise, il est donc dans le bain. Eh bien, on continue quand même. Non seulement on continue, mais encore on accentue. Parce qu'en 1863, alors ça c'est le comble des combles, en 1863, en avril 1863, alors que les Kabyles grondent encore dans la révolte, le gouvernement de Napoléon III décide la création de la propriété individuelle au sein des tribus par le Senatus Consulte du 22 avril 1863. Paradoxe des paradoxes, les colons, les habitants des villes, les Européens refusent le Senatus Consulte. Et Ismaël Urbain, le docteur Vital, les familiers de Napoléon III disent « mais ça va créer de la richesse pour les Algériens parce qu'ils vont pouvoir enfin vendre leurs terres. » Paradoxe consternant. C'est un paradoxe consternant et c'est une bévue, c'est d'un aveuglement total. Il n'y a plus de solidarité à partir du moment où vous créez la propriété individuelle. La tribu est atomisée, elle est éclatée, il n'en reste plus rien. Et voilà donc les commissions de Senatus Consulte, malgré la famine, car il y a famine, malgré la perte, le choléra, le typhus, je vous renvoie à la correspondance du docteur Vital que j'ai publiée. Je vous renvoie également à tout ce qu'a pu en tirer Aniré Golzeguer dans sa thèse sur le royaume arabe. Je vous renvoie à l'histoire de l'Algérie contemporaine de Charles-André Julien, qu'il a utilisé également. 1/5 de la population algérienne, c'est-à-dire les Arabes, les Algériens, sont morts. 1/5. C'est beaucoup plus encore que le nombre de tués au cours de la guerre que l'Algérie a connue de 1830 à 1880. Je me permets de rappeler également que les Kabyles se sont révoltés entre 1864 et 1862, 1863, 1864, et donc l'Algérie est encore en guerre. Et malgré la guerre, malgré la famine, malgré le choléra, malgré le typhus, les commissions de Senatus Consulte continuent comme si de rien n'était, et elles créent la propriété individuelle. Alors les plans sont... Il y a une magnifique collection de documents que j'ai pu avoir en main. C'est consternant, c'est accablant. Que conclure de cette analyse de la crise? Eh bien, c'est qu'un régime, même s'il est bien intentionné comme l'était celui de Napoléon III, et il l'était, il l'a été, j'en témoigne, n'a pas pu résister à la dynamique de la colonisation. C'est pour ça que je suis en désaccord complet avec la vision de Charles Robert Ageron qui dit « on aurait pu ». Non.
la colonisation a sa logique, elle a sa dynamique. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Et il y a une colonisation qui déroule ses effets. Si elle ne déroulait pas ses effets, ce ne serait plus la colonisation. Ce serait autre chose. Et derrière la colonisation, c'est l'extension et l'expansion du capitalisme et d'un capitalisme libéral et sans retour. La troisième chose, c'est que les bonnes intentions de Napoléon III ont été complètement occultées, dénaturées, perverties, utilisez l'adjectif que vous voudrez, ou le verbe que vous voudrez, par la dynamique de la colonisation, la dynamique du capitalisme. On ne le dira jamais assez, c'est que cette période du Second Empire, qui a été la période la plus florissante du capitalisme français entre 1840 et 1880, c'est la période la plus florissante, celle où les banquiers ont gagné encore plus d'argent que de nos jours, car aujourd'hui, les banquiers, n'ayez crainte, ne sont pas des pauvres. Il n'y a pas de banque aujourd'hui qui fasse faillite. Eh bien, à l'époque, les faillites, elles n'arrivaient que lorsqu'on avait été imprudent. Eh bien, à cette époque-là, la dynamique du capitalisme et de la colonisation ont complètement interdit de donner une suite quelconque, une suite cohérente aux idées de Napoléon III et des Saint-Simoniens qui l'entouraient. Je vous remercie. Merci. Merci, professeur Nouchi, pour cet exposé magistral qui montre comment le développement du capitalisme colonial a complètement déstructuré cette société. On reviendra tout à l'heure sur les questions que vous avez posées, notamment le point de vue de Charles Robert Achand sur la période.